Bonjour à tous. Donc, je tiens à remercier tout d'abord le comité d'organisation de la SFPC ainsi que les laboratoires Astellas de m'avoir donné l'opportunité de vous présenter aujourd'hui des éléments en lien avec l'éducation thérapeutique des patients greffés rénaux et ou pancréatiques, et puis en accent particulièrement sur les outils que nous avons mis en place dans notre établissement. Alors, le CHU de Nantes, c'est aussi plus de 3000 lits, un petit peu comparable à Lille, et une activité de greffe relativement similaire, sauf le foie. On ne fait pas de foie. Brièvement, vous rappeler les objectifs de l'éducation thérapeutique. Hein, donc, c'est aider les patients à acquérir, maintenir des compétences dont ils ont besoin pour gérer au mieux leur vie avec leur maladie chronique. Et donc, comme le rappelle la loi HPST, elle doit s'inscrire dans le parcours de soins et son objectif principal, c'est l'autonomie des patients. Et ça passe par l'adhésion au traitement prescrit. Dans la finalité, c'est améliorer la qualité de vie des patients. Alors, l'ordonnance des patients aux greffés rénaux, je vous ai mis un exemple, c'est une ordonnance type, mais c'est toujours complexe. Il n'y a pas que les anti-rejets, il y a aussi les anti-infectieux, des médicaments pour le système cardiovasculaire, éventuellement souvent des hypolipémiants ou des hypouricémiants. Donc, en gros, pour résumer, c'est toujours compliqué pour les patients. Comme on l'a déjà dit tout à l'heure, donc je vais passer rapidement dessus, mais la régularité de prise est complexe à respecter pour les patients. Les effets indésirables sont souvent difficiles à gérer. Il faut vraiment être à l'écoute de ça parce que ça peut être une cause de non-observance. Et puis les posologies, surtout au début, changent souvent. Donc ce qui nécessite des changements de dosage et donc ça peut perdre un petit peu les patients dans leurs habitudes et il faut être vigilant là-dessus. Et puis c'est long. Parce que l'adhésion, effectivement, ça évolue, comme le disait Stéphanie, au cours du temps. Et même si un patient est hyper vigilant au départ, on sait qu'avec le temps, ça va diminuer. Et donc, il faut être vigilant toute la durée de vie du greffon. Alors, le parcours de soins dans notre établissement, je ne parlerai pas du programme pré-greffe, mais il y a aussi un programme d'éducation thérapeutique pré-greffe qui est important. Donc, nous, où on commence nos interventions, c'est pendant la phase d'hospitalisation qui dure à peu près une semaine. Et comme on n'a pas de moyens dédiés au CHU de Nantes pharmaceutique vraiment, on applique beaucoup les externes en pharmacie en 5e année qui font un travail remarquable et qui, même si on est en éducation thérapeutique, pose vraiment le socle de l'éducation thérapeutique des patients. Et donc, depuis 2008, tous les patients transplantés sont vus par les externes en pharmacie qui interviennent à plusieurs reprises au cours de la semaine d'hospitalisation et qui vont progressivement leur transmettre des informations. Le terme de progressif est important parce qu'il y a tellement de masse d'informations à leur transmettre qu'on y va petit à petit. Donc, je vous montre maintenant quelques outils. Les fiches médicaments. Donc, à Lille, vous avez vos propres fiches, mais on a le don d'inventer dans chaque établissement nos fiches qui sont très synthétiques et qui vraiment... Je ne suis pas très douée avec le... Et qui vraiment, c'est les éléments essentiels à connaître pour le patient, à quoi ça sert, à quel moment il faut le prendre, quels sont les principaux effets indésirables, hyper simplifiés pour les aider à se repérer. On travaille également sur à quoi ça sert. C'est une planche A3 plastifiée avec les organes et les patients positionnent leurs médicaments dessus. Voilà. Le plan de prise, au départ, on le fait, et puis les externes, petit à petit, laissent les patients de plus en plus s'impliquer, mettre les médicaments dans les bonnes cases au bon moment. L'idée, c'est qu'à la fin du séjour, à la fin de l'hospitalisation, le patient sache refaire lui-même son plan de prise. La conduite à tenir en cas d'oubli de prise et de vomissement. Je passe rapidement parce qu'on est un petit peu pressé par le temps. Pour les oublis de prise, on utilise la règle de la moitié de l'intervalle entre deux prises. C'est-à-dire que pour un médicament qui est pris toutes les 12 heures, s'il se rend compte de son oubli et que ça fait moins de 6 heures, il reprend la prise oubliée. Si, je crois qu'à Lille, vous utilisez la même... mais il y a des centres qui ont des techniques un peu différentes. Si ça fait plus de 6 heures,
on laisse tomber et ils reprennent la prise suivante aux horaires habituels sans jamais doubler la prise. Pour les vomissements, c'est la demi-heure que l'on a, le seuil que l'on a choisi. Moins d'une demi-heure, on reprend. Si ça fait plus d'une demi-heure, on ne reprend pas. On leur remet aussi une petite plaquette sur l'automédication en insistant beaucoup sur les anti-inflammatoires qui sont contre-indiqués chez ces patients du fait de leur toxicité rénale. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Donc, on a essayé de faire une liste assez exhaustive qu'on remet à jour régulièrement puisque les anti-inflammatoires sont malheureusement en accès libre dans les pharmacies, ce qui peut être dangereux pour ces patients-là. Les dangers liés au soleil et la nécessité de la protection solaire. Et puis, pour les femmes en âge de procréer, et même pour les hommes aussi, on parle des projets de grossesse et de la nécessité de l'anticiper. Une grossesse, ça se prépare pour ces patients-là. Il y a certains éléments à respecter, et notamment certains médicaments qui ne doivent pas être prescrits pendant la grossesse. Pour leur donner une petite bouffée d'oxygène après toutes ces contraintes et tout ce qu'on leur a expliqué, on leur dit que les voyages, bien évidemment, c'est possible. Et on se base sur la fiche du CESFARM. Là, ce n'est pas un outil qu'on a inventé nous-mêmes, mais c'est une fiche qui est bien faite et on est assez d'accord avec l'essentiel des messages pour les aider à anticiper les voyages, à prévoir les stocks, à gérer les décalages horaires, à parler de vaccination et tout un tas d'autres choses qui sont importantes pour les patients. Voilà. Donc, au moment de la sortie, après la semaine d'hospitalisation, c'est un moment important puisque là, ils vont être un peu livrés à eux-mêmes et il faut qu'ils se repèrent. Donc, la chose importante, c'est l'enveloppe pharmacien que les externes remettent aux patients au moment de la sortie pour qu'ils la transmettent à leur pharmacien d'officine. C'est aussi une façon d'impliquer le patient dans son suivi et aussi d'impliquer les pharmaciens d'officine. Dans cette enveloppe pharmacien, qui est pour le moment pas de papier, mais vous allez voir qu'on a évolué, on remet un courrier de synthèse qui est le même pour tous les patients, dans lequel on rappelle les points importants à respecter pour le patient transplanté, et notamment les particularités des médicaments immunosuppresseurs. Ils ont également accès aux fiches médicaments, à la fiche conduite à tenir, etc. Tous les documents, on parle aussi des génériques en remettant le courrier de la Société française de transplantation pour appuyer la position des néphrologues et que les pharmaciens d'officine comprennent pourquoi, pour le moment, les génériques ne sont pas recommandés, enfin, ils ne sont pas prescrits dans notre établissement en tout cas. Et puis, un document aussi important pour les professionnels de santé, les pharmaciens d'officine, mais on verra aussi pour les médecins traitants, c'est des fiches interactions médicamenteuses détaillées, mais simplifiées par rapport au thésaurus de l'ANSM, qui a été revu en 2016, où on met vraiment les principales interactions, et notamment ici les macrolides, qui sont déconseillés avec les anti-rejets, en tout cas avec le tacrolimus. Alors, on évolue, oui, puisqu'on arrive maintenant au virage numérique avec le programme Télégreffe qui vient d'être mis en place là, tout récemment. C'est en fait un réseau de soins du patient transplanté rénal qui donne en fait un accès interactif au dossier numérique du patient et via un site qui s'appelle e-patient avec différentes interfaces spécifiques dédiées. Un accès pour le patient, un autre pour le médecin, un autre pour le pharmacien. Et donc, grâce à ça, et à un accès sécurisé, parce que ça se fait par une carte, où le patient a un code, et où les professionnels ont aussi des codes, chacun va pouvoir cliquer sur son espace et avoir accès aux documents, à certains éléments du dossier patient, et surtout, dans ce petit onglet-là, ici, hop là, toutes les fiches que l'on a réalisé, que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça, c'est une vraie avancée, puisque ça permet de se passer un peu du papier. Et notamment, par exemple, le pharmacien peut avoir accès au plan de prise informatisé qui est réactualisé à chaque consultation. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt. Et à certains éléments aussi du dossier biologique, comme par exemple l'évolution de la créatinine. Voilà. Donc on en arrive à l'éducation thérapeutique, au programme d'éducation
thérapeutique à proprement parler. Dans le premier mois qui suit sa sortie, le patient rencontre une infirmière d'éducation thérapeutique et au cours d'un entretien individuel, si le patient est d'accord pour participer au programme, elle fait le diagnostic éducatif. Et puis dans les 3 à 6 mois qui suivent, en fait, on va proposer aux patients une série d'ateliers. Chez nous, on en a 4 principaux qui vont balayer un petit peu toutes les connaissances et les compétences que doit avoir le patient. Et 1 an après la greffe, d'où l'intérêt du suivi, un nouvel entretien individuel avec une infirmière d'éducation thérapeutique pour faire un tour sur l'évaluation des connaissances et des compétences du patient. Donc ça, c'est uniquement pour les patients qui ont souhaité participer au programme d'éducation thérapeutique. Donc les 4 ateliers, je passe rapidement, mais il y en a un qui est plus psychologique, le vécu de la greffe, un autre sur la surveillance et notamment les signes d'alerte qui sont très importants à connaître, l'atelier médicaments sur lequel je vais revenir brièvement, et puis un autre atelier sur le suivi. Et puis à la demande, il y a d'autres ateliers dermato, diététique, activité physique et aide au sevrage tabagique qui peuvent être proposés ponctuellement. Donc l'atelier collectif médicaments, juste pour vous préciser un petit peu comment ça se passe, ça dure 2 heures comme tous les ateliers collectifs. Et dans un premier temps, on travaille sur les représentations des patients, sur ce que c'est que pour eux de bien prendre leur traitement. Donc, ils discutent d'abord en petit groupe et puis ensuite, on fait une restitution avec l'ensemble du groupe de façon à partir de leurs idées et de leurs représentations. Et on termine l'atelier avec un abac de Régnier. Je ne sais pas si vous connaissez tous l'abac de Régnier. C'est tout simple. Il n'y a rien de technique là-dedans. C'est des fiches de couleurs qu'on remet aux patients, un jeu de 3 fiches. Une fiche verte s'ils sont d'accord avec ce qu'on leur dit, une fiche jaune s'ils sont moyennement d'accord ou s'ils disent des fois oui, des fois non, et puis une fiche orange ou rouge sur « je ne suis pas d'accord du tout avec ce que vous me dites ». Donc nous, on leur dit des affirmations et chaque patient lève son carton de couleur. Ça nous permet d'avoir une vision d'ensemble de ce que savent les patients et en même temps, ça permet à tout le monde de s'exprimer. On revient ponctuellement sur des synthèses, on récapitule pour remettre les choses en place s'il y a des soucis de compréhension. Donc voilà, ce qui est très important à retenir, c'est qu'il faut qu'on harmonise nos messages à la fois en intra-hospitalier, avec tous les acteurs qui interviennent autour de la prise en charge du patient, mais aussi avec la ville. Donc vous avez vu que l'appel systématique du pharmacien d'officine avant la sortie du patient pour l'informer des traitements, afin qu'il puisse commander les traitements adaptés, quand le patient va se présenter, la remise de l'enveloppe pharmacien, l'accès au site e-patient et le dossier pharmaceutique qui peut être vraiment intéressant pour les patients en cas de dépannage, s'ils ne vont pas dans leur pharmacie habituelle, sont des éléments de communication extrêmement importants. Et puis, juste un mot pour terminer sur une actualité, c'est la création de référentiels de compétences pour le pharmacien, qu'il soit officinal ou hospitalier, que nous sommes en train de rédiger avec le groupe de travail éducation thérapeutique de la SFPC. Donc moi, je suis chargée de celui sur la transplantation rénale et nous, là, on est sur le point de le faire valider par une société savante qui s'appelle la Société française de néphrologie, dialyse et transplantation, de façon après à mettre ces référentiels à disposition de tous les pharmaciens sur le site de la SFPC. Alors, je vous ai mis comme ça rapidement à quoi ressemble ce référentiel, qu'est-ce qu'il y a dedans. Ça regroupe en fait différents types de compétences, les compétences métiers, avec tous les éléments qu'on a vus tout à l'heure sur savoir expliquer à quoi ça sert, savoir parler des effets indésirables, savoir parler interaction, etc. Des compétences pédagogiques, c'est-à-dire adopter la posture éducative, être vraiment à l'écoute des patients et de leurs besoins, et aussi des compétences organisationnelles, parce qu'il faut qu'on apprenne à trouver du temps dans nos activités, même si on n'en a pas de temps dédié, pour organiser soit des entretiens individuels, soit des entretiens collectifs, afin de prendre du temps avec les patients pour leur expliquer tout ce qu'ils ont à savoir. Donc voilà, l'éducation thérapeutique, pour terminer, ce n'est pas un nouveau métier, ça doit vraiment s'intégrer dans notre activité quotidienne et dans la continuité de notre expertise pharmaceutique. Ce n'est pas du simple conseil donné aux patients, ce n'est pas un simple entretien pharmaceutique qu'on fait tout seul, sans lien avec les autres professionnels. La notion de pluridisciplinarité est vraiment très importante et on ne doit pas se centrer uniquement sur l'observance non plus. Il faut vraiment aborder le patient dans sa globalité et avec l'ensemble des acteurs. Donc voilà, merci de votre attention et puis si vous avez des questions,
je suis prête à y répondre. Merci beaucoup, Dominique.